Et un petit mot d'abord pour vous expliquer pourquoi et dans quelle mesure est-ce qu'on a besoin de sociologues et qu'est-ce que c'est que la sociologie. La sociologie, c'est la discipline qui se concentre sur la question de l'énigme du lien social. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait des trucs ensemble de telle manière alors qu'on pourrait les faire d'une autre manière. Et la raison pour laquelle la sociologie revient dans l'entreprise, c'est à cause de la litanie qu'on arrive à peu près à identifier et qui est celle de notre époque. Vous savez, chaque époque a sa chanson. Et la chanson de l'époque qui est la nôtre, c'est digital, innovation, créativité, disruption, co-ceci, co-cela, crowd machin, crowd truc. Si vous n'êtes pas celui qui possède la chanson, vous êtes celui qui ne chante pas, et à ce moment-là, ça enlève le masque et vous vous sentez très mal. Et que quelqu'un sait ce que c'est que l'innovation, d'où ça vient, que dans le innovare de l'innovation, il y a le novus, le nouveau, mais le in aussi, qui veut dire que les choses viennent de l'intérieur. Mais non, ça on l'a oublié. Mais on le répète, en imaginant que ça se crée à côté. Peut-être quelqu'un d'autre le fera, l'innovation, mais au coin, moi je connais la chanson, donc ma voix participe à la litanie de l'époque. C'est ça que fait la sociologie. La deuxième raison pour laquelle la sociologie, aujourd'hui, a une force, c'est parce qu'on est dans ce moment d'accélération de l'histoire, avec cette phrase dramatique qu'on aime beaucoup. Vous savez, il y a eu plus de transformations dans les 30 dernières années que dans les 100 qui les ont précédées. C'est absolument faux, mais ça a le mérite de mettre aussi une accélération dans le début d'un speech et de dire qu'on ne peut pas ralentir. Quelles sont ces transformations dont nous parlons? Toute une flopée que vous vivez et que vous voyez tout simplement en sortant de chez vous. C'est ça la sociologie, hein. C'est la quotidienneté. Ce n'est pas une intellectualisation des problèmes, c'est véritablement ce que vous ressentez lorsque vous sortez dans la rue. Première grande transformation, la question de l'économie. Vous savez, vous demandez à un économiste, sommes-nous dans une économie de rareté ou une économie d'abondance? Ils vous diront une économie d'abondance, multiplication des biens. Demandez à un anthropologue, rareté ou abondance, ils vous diront économie de rareté, puisqu'on a plus de besoins et de désirs alors qu'il y a plus d'objets. Grande transformation de la question de l'économie. Transformation de la question de la production. Pour ceux d'entre vous qui ont été dans un Fab Lab, vous savez ce que c'est que de voir quelqu'un télécharger une pièce pour réparer un vélo, pour rentrer chez lui dans le noir, retrouver sa famille, ses parents, ses enfants, les gens qu'il aime, et vous vous demandez mais où est passé le fret, où est le shipping, où est le mécanicien, où est la marque, où est la publicité? Tout ça, ça a disparu. Transformation de la publication, de la production, transformation du travail, qui était cette valeur de définition, on l'a répété toute la journée, c'est-à-dire je suis un ingénieur qui deviendra un meilleur ingénieur par une valeur complémentaire. Moi, je suis cet ingénieur qui, à côté, a une véritable passion pour la pâtisserie. C'est vraiment ça qui me définit. Est-ce que tu es vraiment pâtissier ou vraiment ingénieur? Je suis successivement sincère, et l'un et l'autre. Transformation de la question de l'espace, raccourcissement des distances, distance émotionnelle, tomber amoureux dans une langue qui n'est pas la vôtre, dans un pays qui n'est pas le vôtre, génération Erasmus, fait que c'est plus 1500 km qui vous séparent de Rome, c'est 39 € par Ryanair, je vous le déconseille, par EasyJet. Transformation de la question de la possession, mes banquiers détestent ça. Économie de la possession du trésor, de l'apesantissement par le patrimoine, c'est très beau, oui, le patrimoine, il n'y en a pas, le patrimoine. Prendre quelque chose qu'on va passer à la génération suivante, demander à un gamin qu'est-ce que vous voulez faire avec votre perceuse, il dit mais moi je suis déjà sur un site de perceuse collaborative, avec tous les gens de mon immeuble, on va mettre en commun la perceuse qui boit de l'espace chez moi, constituer un transit et non pas une possession. Transformation de la question de la connaissance, rapport de Francesco Mancini, UNDP 2012, plus de connaissances produites en 2012 que dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Qui garde? Qui choisit ce qui est bien? Qui choisit ce qui est mal? Qui fait de la valeur avec ça? Transformation de la question de l'éducation. Quand je rentrais, que je donnais des cours à l'ENSI il y a des années, que quelqu'un ouvrait son ordinateur, je me disais, ça ne l'intéresse pas ce que je lui dis. En fait, il était sur GitHub, il prenait des cours collaboratifs avec les universités du Japon. Maintenant, quand je donne un cours et que le type n'a pas ouvert son ordinateur, je me dis, ça ne l'intéresse pas ce que je lui dis. Parce qu'il est en train de penser à autre chose. Transformation de la question de l'identité de la personne unique, dont on attend qu'on soit et qu'on reste, des personnalités multiples, et une transformation des masques et de notre manière de nous constituer comme des surfaces de contact avec les autres. Pourquoi est-ce que toutes ces transformations sont en train de se produire ici, à l'orée du XXIe siècle? Une chose très simple, c'est cette rencontre de deux masses imaginaires très fortes que peuvent voir les anthropologues, que peuvent voir les sociologues. C'est ce moment dans lequel notre conception du futur, c'est-à-dire l'idée du progrès, on vous a promis pendant 250 ans l'élaboration de ce qu'on appelle la modernité. Quand on dit c'est moderne, allez voir une voiture, dites elle est moderne, avec quelqu'un qui travaille, qui connaît bien le marché de l'art, et vous dira c'est pas du tout moderne. La modernité, c'est un jeu de constante, c'est un jeu de valeurs. La modernité, c'est l'idée du progrès, c'est l'idée que demain tout ira mieux, c'est l'idée de l'emprise de l'homme sur le monde qui l'entoure. C'est un mot qui n'est une parenthèse, c'est une époque. Et étymologiquement, une époque, c'est une parenthèse. Ça veut dire que ça passe, ça change. La transformation, donc le passage entre cette vague, mais que nous avons néanmoins tété avec le lait de la mer, notre culture vient de ça, par quelque chose de beaucoup plus simple qui est cette volonté du hic et nunc, de vivre maintenant le moment. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces deux vagues se rencontrent? Il se passe quelque chose qu'un grand anthropologue qui s'appelle Gilbert Durand a très bien identifié au début juste après la Deuxième Guerre mondiale, entre 1946 et 1961, et qui s'appelle une zone de haute pression imaginaire. Deux grandes conceptions extrêmement fortes de notre culture
qui sont toutes les deux très puissantes à décrire le réel et la quotidienneté, entrent les unes avec les autres en formation météorologique, comme ça. Zone de haute pression imaginaire. Qu'est-ce que ça produit, les zones de haute pression imaginaire? Ça produit de la crise. Avec cette fascination, cette répulsion qu'on a pour la crise. Chaque matin, vous allumez la radio, il y a une nouvelle crise qui a été produite. C'est comme si les gens s'assoyaient sur des pierres pour produire une nouvelle crise. Donc, ce que j'ai fait l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Je suis allé sur Wikipédia, j'ai copié-collé, je vous invite à le faire, la liste des crises disponibles de l'histoire de l'humanité. Je vous les donne parce qu'elles sont magnifiques. La crise de la modernité, c'est la crise que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire le problème de l'époque dans laquelle on nous dit qu'il y a une croissance totale qui ne s'arrêtera jamais, ce qui est rationnellement impossible. Crise de la modernité. La crise de l'existentiel, c'est-à-dire que c'est dur de vivre. La crise de l'anxiété, c'est tellement dur de vivre qu'on a peur. La crise de panique, c'est tellement dur de vivre qu'on a peur, du coup on fait de la panique. La crise d'adolescente, c'est dur d'être jeune. La crise de la quarantaine, c'est dur d'être vieux. La crise de la masculinité, c'est dur d'être un homme. Entre parenthèses, il y a une place, il n'y a pas encore de crise de la féminité. Crise politique, c'est les hommes avec du pouvoir qui sont en crise. Crise économique, c'est les hommes avec du pouvoir qui ont plein d'argent, qui ont produit une crise entre eux. Crise financière, c'est toutes les institutions qui constituent cette crise qui eux-mêmes ont produit de la crise. Crise de l'alimentaire, peut-être qu'il ne faudrait pas manger ce qu'on a. Crise écologique, peut-être que demain on n'aurait plus rien à manger. Crise climatique, peut-être que de toute façon ça ne poussera plus. Crise morale, est-ce que le fait que ça ne pousse plus c'est à cause de nous ou pas? On ne sait pas trop. Et enfin la crise systémique, qui est l'ensemble de toutes les crises communes, les unes avec les autres. La bonne nouvelle... La bonne nouvelle, l'ensemble de ces crises, c'est le produit culturel de 100 ans de production humaine. C'est-à-dire qu'on s'assoit véritablement sur la pierre et on se dit, il n'y a pas la crise féminine. Ce soir, je regarderai sur Wikipédia, l'un d'entre vous va ouvrir la fiche, on va faire une crise de la féminité, elle n'a pas été faite celle-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la raison pour laquelle nous produisons des crises, et les anthropologues et les sociologues le savent bien, c'est parce que nous refusons l'héritage qui est celui qu'on nous a donné et qui est celui d'un monde de progrès dans lequel on résoudrait en tout temps et en tout lieu l'ensemble des problèmes de l'histoire de l'humanité. Ce qui a été l'inverse du legs du monde qu'on nous a donné, qui est le monde dévasté que l'on connaît, ce monde désenchanté. Notre culture est de la mutation. La crise n'est pas un moment que nous allons passer, nous épaississons le moment de la crise pour pouvoir vivre à l'intérieur. Toutes ces transformations sont un peu vertigineuses. On va essayer de se concentrer sur 3 dans le temps qui nous est imparti. On va parler du travail, on va parler de la question du sens, on va parler de la question de l'autorité. C'est-à-dire comment est-ce que dans le travail, en donnant du sens à quelqu'un, vous allez faire en sorte que ça bouge. Parce que c'est ça finalement, la direction des ressources humaines. On commence par la question du travail. Je suis fasciné à chaque fois que je parle avec des gens de leur question du travail. Je vous donne un secret, on en parlera après, c'est un teasing, je ne fais pas d'email. Je ne fais pas d'email, j'envoie aucun email. Ça fait 2 ans et demi, ça marche très bien. Quand je demande aux gens, alors vous avez fait du bon travail, etc., les gens me disent, oui, bien sûr, je suis bien découpé en unités de temps. Là, on a facturé du temps parce que notre temps est précieux. Dans les grands cabinets de conseil, là aussi, on va mettre du JH, on a un TJH, on a un truc lycée, etc. Donc on a notre manière de construire notre rapport au temps dans un découpage qui est un découpage temporel. Parce qu'on a cette fascination de la courbe qui monte. Encore une fois, le progrès, maîtrise du temps. L'homme maître de lui et maître de ce qui l'entoure. Le problème, c'est que le temps ne se partage pas. C'est-à-dire que c'est, disons, le moment le plus intime de l'expérience humaine et celle du vieillissement, et le plus grand archétype est celui de la jeunesse, avec le regret qui va avec, l'âge d'or, etc. Donc vous voyez très bien de ce dont je veux parler. On ne peut pas partager le temps. En conséquence de quoi, c'est très difficile de continuer à travailler lorsqu'on dit, voilà, faites cette tâche, vous soyez collaborer, innovation et disruption, tout ce qu'on a dit, mais par contre, on va découper en temps donné, et puis cette tâche, tu vas la faire dans tel temps de jour, en temps d'heure, avec telle personne, et puis après, ce sera fini. Ce qui est très compliqué parce qu'on n'arrive pas intellectuellement, dans la manière dont on construit nos idées, à partager ce temps. Ce qui est une chose fondamentalement différente lorsqu'on vous dit « nous allons produire du travail » qui sera cette fois non pas du temps mais de l'espace. C'est-à-dire que lorsqu'on considère du temps non pas comme du travail mais comme de l'espace, on produit une surface d'échange, c'est-à-dire un lieu. Et dans le lieu, il y a la capacité d'échange et la capacité de partage. Ce qui est très beau avec notre fascination pour la question du partage, c'est que le partage n'est pas la même chose que la mutualité. Et ça, c'est encore un mot qui va changer bientôt. On va arrêter de parler de partage, parce qu'on est en train de saturer le mot. Pendant vous avez le share, sharing is caring et tout ça, on va le saturer. Le partage, c'est le fait de mettre une chose et que chacun puisse en prendre un bout. Et c'est ce qui, en 2008, a produit la crise des subprimes, c'est-à-dire maximiser le profit de certaines personnes et reporter au reste de la communauté, dans le partage, le risque et une partie des pertes. La mutualité fait que la même chose est à chacun, et non pas chacun en possède un morceau. Et c'est en produisant ces espaces de mutualité, et donc ces espaces de travail, qu'on a la capacité, non pas de découper le travail en tâches, mais au contraire, de pouvoir à l'intérieur, véritablement, faire du partage. Et donc, arrêtez de considérer ce qui est c'est très nouveau, ça a 150 ans, la considération du travail en tant que de la tâche de travail, du labeur, de l'homme laborieux. Vous savez, celui qui va au travail parce que c'est dur. Avec le tripalium, c'est ça, travail. Tripalium, c'est la croix.
On pourrait l'ajouter à la liste des mots que Jacob a donné tout à l'heure. C'est-à-dire arriver à trouver cet espace de joie dans lequel on peut échanger. En 1997, quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Eric Steven Raymond, a écrit ce magnifique article sur une toute petite chose qui s'appelle l'open source. Je pense que vous connaissez l'open source. Toute petite chose. Mais pourquoi vous ne connaissez pas son auteur? Tout simplement parce qu'il a open sourcé l'open source. Donc du coup, ça ne lui appartient plus. Dans lequel il explique comment est-ce que, sur le Palais Brongniart, qui est la cathédrale, c'est-à-dire le lieu traditionnel de l'échange, va se créer, sur un parvis, un espace d'horizontalité, un bazar, sur lequel, et vous l'avez, avant de rentrer, vous le regarderez en sortant, il y a un espace organique d'échange sur lequel on va pousser des coudes, le type avec le jus d'orange va demander au type avec les chaises, qui va demander au type avec le presse-agrumes de faire un café. Et si on n'a pas le type avec les verres, c'est pas grave, on pousse les coudes, ce qui est très difficile dans une cathédrale, dans une structure de pierre qui a été construite. Donc relisez cet article très beau dans lequel on explique comment est-ce que le travail est construit, non pas comme un espace, disons, comme une unité de temps, mais comme une unité de travail. La raison pour laquelle la sociologie est forte pour vous accompagner à faire ça, c'est tout simplement parce qu'on regarde de très très loin les mouvements humains. Dans le bouquin que j'ai eu la chance de publier cette année chez CNRS Éditions, ce que j'essaie de faire, ce n'est pas du tout de parler de management, ou parler de travail, ou parler de transformation, de disruption. J'essaie de vous raconter l'histoire de notre culture qui nous a amenés à toutes les dérives qu'on connaît et à la démagification, c'est un mot très fort, Entzauberung der Welt, la démagification du monde qui a été produite dès 1914 et bien vue par les sciences humaines, c'est-à-dire le travail de l'homme qui est parvenu à rendre le monde inhabitable à ceux-là même qui y vivent. Ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ce qui nous amène à la question du sens. Lorsque je rentre dans une entreprise et que je demande tout simplement, alors voilà, définissez-moi efficace, quand est-ce que vous savez que vous avez fait une bonne journée de travail? Les gens me disent, un petit peu comme ils ont dit à Dan Ariely, c'est un très très bon TED Talk d'un sociopsychologue qui travaille aux États-Unis maintenant. Les gens disent, j'ai fait une bonne journée quand j'ai envoyé tous mes mails, j'ai pu ma boîte vide, on m'a tapé sur l'épaule, mon patron m'a dit c'est super, très bien, très bien, très bien. En réalité, Dan Ariely a produit une expérience très simple dans laquelle il essaie de comprendre ce qui fait que les gens sont heureux au travail. Et il a deux conclusions qui sont remarquables. La première, elle est très simple. Non seulement les gens sont plus contents lorsque vous valorisez le travail qu'ils ont fait. Très simple, bien évidemment, si je ne valorise pas ton travail, tu n'es pas content. Par contre, lorsqu'il demandait, avant de faire son expérience, qu'est-ce qui va te rendre heureux, les gens disaient « Oh, je pense que ce sera lorsqu'on me dira ça, ceci et cela ». En réalité, c'est totalement faux. Nous avons oublié la raison pour laquelle nous travaillons. Nous sommes rentrés dans un système et une inertie de la culture qui nous emprisonne et nous empêche de trouver les raisons pour lesquelles nous allons même au travail. Nous sous-estimons radicalement les raisons pour lesquelles nous sommes contents au travail. Si je vous demande, vous allez me dire un truc, et comme tout bon sociologue, jamais je ne devrais vous croire. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que nous avons oublié que le travail est l'une des formes de l'être ensemble, c'est-à-dire uniquement une occasion pour s'amuser, pour faire du compagnonnage, être copain et partager du temps et partager de l'espace. La seule chose qui compte dans le travail de DRH, c'est de produire des structures qui vont donner de l'écho aux actes des gens qui vous entourent. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, comment est-ce que vous faites dans des systèmes d'autorité qui sont à l'intérieur de votre travail pour que finalement ça bouge et ne pas laisser les gens faire à peu près n'importe quoi? Tous ces systèmes d'autorité sont extrêmement connus et extrêmement anciens. Le premier, le système de la PT, vous savez, vous allez déléguer à la PT quelque chose. Alors, comment ça va? Quelle est la cité? Comment est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce que tu peux me donner le conseil qui va me permettre de prendre les décisions politiques, etc. La PT vous donne les choses. Dans la percentique, vous aviez le vizir, le calife qui va vous conseiller, à qui vous allez déléguer la tâche de faire la chose que vous ne voulez pas faire. Puisque dans le fond, c'est ça, employer quelqu'un. Employer, c'est-à-dire prendre sa force et l'utiliser pour arriver à un but commun. Bien évidemment, les Italiens ont la même structure avec le consigliere, et même dans la psychologie analytique, nous, dans nos rêves, faites attention à cette figure du vieux avec la barbe, ça s'appelle le philémon, la psychanalyse l'appelle le philémon. C'est la figure à laquelle on va déléguer quelque chose et qui va nous accompagner, nous porter. Ce que attendent les employés d'une direction des ressources humaines, une ressource aussi, pour nous accompagner sur notre chemin. Le problème, c'est que cette fascination que nous entretenons pour la question de la délégation amène à une ironie absolue, puisque en demandant aux gens de faire des choses et en leur donnant une partie du spectre et pas l'ensemble, on les empêche de faire en sorte que ceux qu'ils produisent leur appartiennent. C'est l'ironie totale de la délégation. Si je vous demande de faire quelque chose et que je ne vous dis pas pourquoi le faire et je ne vous laisse pas faire, alors vous le faites, mais ça ne m'appartient pas. C'est extrêmement problématique parce que cela repose sur la chose la plus importante que nous avons oubliée et que dès 1953, Martin Heidegger, qui est le grand philosophe de l'après-guerre, a essayé de nous enseigner. Le management est la même chose que le ménagement. Pour manager quelqu'un, il faut lui donner deux choses. La première, une situation. L'aider à se situer dans l'espace, lui permettre de trouver exactement où il est. Et la deuxième chose, lui permettre de nidifier. Et c'est cette donnée du ménagement. Ménager ceux qui l'entourent, ménager ses espoirs, ménager les divins. Il y a quelque chose de plus important que l'ensemble du travail qu'on est en train de faire ensemble. On a ce pressentiment, lorsqu'on sort, le pressentiment de l'irréalité des choses de la vie.
Et finalement, on est ensemble pas du tout aujourd'hui pour apprendre à manager mieux, on est ensemble pour une question de communion, voir si nous avons tous la même chanson, et essayer de retrouver les mots qui vont nous permettre de formuler cette chanson avec un petit peu plus de confiance ou un petit peu plus de fond. J'en termine sur une chose. Je voulais vous parler de l'autorité. Pourquoi je voulais vous parler de l'autorité? Parce que dans nos systèmes anciens, on considère que l'autorité, c'est la manière de faire en sorte qu'une chose bouge. Je dis au caillou, casse-toi, dégage, je dis à la personne, fais ceci, je dis à l'objet. On appelle ça des intimations. C'est-à-dire que la capacité de l'homme à pointer du doigt, l'empire du cela, appellent ça les philosophes. C'est-à-dire l'obnubilation de l'homme moderne de croire qu'il a un pouvoir sur la nature qui l'entoure, terraformer. C'est l'absence de l'humilité terraformer, prendre un territoire et construire autre chose avec. En réalité, étymologiquement, l'autorité est tout autre chose. Et quand on vous dit croissance, vous imaginez tout de suite qu'on va vous parler de croissance économique. Mais la croissance, c'est bien avant d'être une croissance économique, une métaphore que nous avons empruntée à la naturalité. La croissance, et ce qui croît, c'est la chose qui pousse. Et augere, de augmenter, en latin, qui a donné l'autorité, n'est qu'une chose, et je vous invite à le retenir, c'est la capacité de faire croître. Et ceci est, il me semble, la définition qui devrait être celle de notre métier. Je vous remercie.